Généralement, quand les entrepreneurs en herbe commencent à envisager leur stratégie de communication, ils vont tout de suite avoir en tête les médias traditionnels. Pourtant, c'est une porte d'entrée extrêmement difficile pour une jeune structure. Donc j'aimerais qu'on voit ensemble différentes stratégies pour grandir son budget marketing, notamment avec le très bon livre d'études de cas de Sean Ellis, auteur par ailleurs d'un des premiers livres à avoir parlé de growth hacking. On va s'intéresser aux deux phases de croissance des jeunes structures. D'abord, la phase de lancement, où on va chercher à atteindre une masse critique d'utilisateurs pour avoir des données pertinentes et pour avoir un modèle qui s'auto-alimente. Et ensuite, comment on peut chercher à accélérer ce développement dans la durée. Premier cas que j'ai envie d'aborder, c'est GitHub, donc une plateforme pour simplifier considérablement le travail des développeurs. Jusqu'alors, si vous utilisiez un logiciel open source, que vous faisiez des petites améliorations et que vous aviez envie de les partager avec le créateur, il fallait faire un fichier zip, l'envoyer au créateur, et le créateur décidait ou non de l'intégrer à son propre travail sous forme de patch. Avec GitHub, désormais, tous les fichiers sources du code informatique sont stockés dans le nuage et tout à chacun peut proposer des modifications que le créateur est libre ou non d'accepter, et s'il accepte les modifications, elles sont directement fusionnées avec les fichiers sources. Donc de quelque chose qui était extrêmement complexe, GitHub rend le problème beaucoup plus simple au service de l'efficacité et du travail des développeurs. Deuxième élément très intéressant du modèle de GitHub, c'est d'être devenu un réseau social pour les développeurs. Donc les jeunes développeurs peuvent essayer de se faire connaître en créant leurs fiches, en ayant leur propre profil, leur propre répertoire de code. Les développeurs plus expérimentés peuvent aussi trouver des clients, des missions, et le fait que ce soit un réseau social, va faciliter le bouche à oreille, puisque généralement, la première fois qu'un développeur en herbe tombe sur GitHub, c'est un petit miracle, parce que globalement, il a à sa disposition des codes prêts à l'emploi qui vont considérablement simplifier son propre travail. Et donc, en retour, GitHub est devenu une place de marché pour des gens qui cherchent des morceaux de code qu'ils vont pouvoir réemployer dans leur propre projet. Autre aspect du modèle de GitHub, c'est finalement sa capacité à complètement réinventer le rapport à la connaissance. Jusqu'alors, le développeur à l'origine de tel ou tel projet était sur un piédestal. Désormais, chaque développeur est à égalité. Même un petit développeur peut apporter sa contribution à un projet de grande ampleur. Dès lors que tous les codes par défaut sont publics, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Idem, ça facilite grandement les itérations. Donc vous n'êtes plus obligé de préparer patiemment différentes versions et vous êtes encouragé à publier régulièrement des mises à jour dès que le bout de code sur lequel vous étiez en train de travailler est prêt. Et grâce à ce process de mise à jour simplifié, vous pouvez voir plus vite les erreurs. Vos utilisateurs sont aussi incités à regarder dans le détail ce qui ne marche pas. Et donc vous avez une logique d'apprentissage grâce à la pratique qui est beaucoup plus rapide. Enfin, et ce qui est sans doute le plus révélateur dans le modèle mis en place par GitHub, c'est qu'ils avaient tellement bien résolu un problème pour les développeurs qu'ensuite, ils ont eu seulement à écouter les demandes pour trouver leur modèle économique. Et ce modèle économique, c'est de faire payer ceux qui veulent, notamment les entreprises, garder leur répertoire de code privé, donc non accessible au public. Par défaut, tous les répertoires sont publics. Si vous voulez garder pour vous certains codes, il faut mettre la main à la poche. Tout aussi intéressant est l'exemple de Yelp, célèbre plateforme de recommandation d'adresses locales, donc des commerces, des restaurants, avec des avis de consommateurs. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans Yelp et dans beaucoup d'aventures entrepreneuriales, c'est que les cofondateurs ont mis plusieurs années avant de trouver le modèle le plus pertinent pour récompenser leur communauté. Ils avaient commencé en se disant pourquoi pas créer quelque chose où quand vous avez besoin d'aller chez le dentiste, vous posez vos questions à vos amis. Ça a été un échec. Ça revenait envoyer énormément de spam, et puis c'était extrêmement laborieux parce que ça prenait énormément de temps, et plus de temps en tout cas qu'il n'en faut pour résoudre une rage de dents. Premier échec et premier pivot. Deuxième tentative, ils ont essayé de payer des rédacteurs pour écrire des avis sur les petits commerces. Là encore, ça a été un échec. Les critiques rémunérées étaient de faible qualité, et les rédacteurs n'étaient pas intéressés en tant que tels par le service Yelp, ils voulaient prendre leur argent.
C'est seulement au pied du mur que les cofondateurs se sont dit « regardons les données d'usage ». Et c'est là qu'ils ont vu que ce qui plaisait vraiment aux utilisateurs, c'était la fonctionnalité qui permettait d'écrire une critique. Et c'est en se recentrant sur cette fonctionnalité privilégiée par les premiers utilisateurs qu'ils ont réussi enfin à décoller. À partir de là, il devenait relativement simple de réfléchir à mettre en place une stratégie pour encourager les critiques de qualité. Donc, chacun des lecteurs peut voter en attribuant un adjectif à chaque critique qu'il lut. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est informatif? Yelp va attribuer le statut d'élite à ses meilleures critiques. Et c'est à partir du moment où vous récompensez avec un statut particulier les utilisateurs les plus engagés qui deviennent encore plus passionnés. Et ça ne s'arrête pas là, parce que parmi ces meilleures critiques, pour chaque ville, vont émerger des community managers. Et ces community managers qui sont issus des utilisateurs de Yelp ont la possibilité d'organiser des événements au sein de la communauté et donc ont un budget discrétionnaire pour organiser des fêtes et réunir les autres rédacteurs. Et cette philosophie de l'engagement de la communauté se retrouve dans la devise de Yelp, la communauté d'abord, le client ensuite, les commerçants enfin. Ça veut dire que quand il y a des avis négatifs, il est très compliqué pour un commerçant de les faire retirer. Voyons maintenant comment accélérer le développement de certaines caractéristiques. Alors de tout temps, il y a eu des outils qui ont cherché les recettes miracles pour exister sur les réseaux sociaux, et généralement quand ils commencent à être trop menaçants pour Facebook ou Twitter, eh bien les règles du jeu changent, les règles du jeu fixées par les réseaux sociaux changent, et ces acteurs périclitent. Alors on peut se douter qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver pour tous les médias en ligne, qui s'appuie sur l'optimisation des articles en vue du partage sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que Upworthy est un exemple extrêmement intéressant de ce type de stratégie. D'abord parce que, généralement, tous ces sites ne créent pas le contenu. Ils l'agrègent, ils organisent une veille permanente, et cherchent ensuite, à partir d'un contenu qui a à leurs yeux du potentiel, ils vont complètement le remixer pour le valoriser différemment. D'articles extrêmement longs, on va extraire quelques extraits, on va retravailler pour avoir des photos attirantes, on va essayer de mettre en avant une vidéo. Troisièmement, on va faire tout un travail d'optimisation sur le site et sur les articles pour optimiser le nombre de partages sur les réseaux sociaux, mais aussi le nombre de lecteurs qui sont tentés de rejoindre les pages d'Upworthy sur Facebook, sur Twitter, ou bien la newsletter d'Upworthy. Au moment de partager l'article, on va faire toute une série de tests en utilisant différents titres, en utilisant différentes photos pour agrémenter l'article sur le fil Facebook, et en fonction des premiers résultats, on va choisir un titre définitif qui aura le potentiel maximal pour être viral sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a toujours une part de chance, et c'est ce qui fait, au-delà des recettes prêtes à l'emploi, aussi la force de quelqu'un qui partage un contenu au bon moment, avec les bonnes personnes. On termine avec du B2B et la stratégie très intéressante d'HubSpot pour éduquer ses futurs clients. Alors, HubSpot a été l'une des premières sociétés à l'origine de ce qu'on appelle marketing de la permission, cher aussi à Seth Godin, qui consiste à faire venir le client à soi plutôt que d'aller le chercher. Donc on met à distance les recettes traditionnelles du matraquage publicitaire pour dire comment intelligemment on pourrait donner envie au client de nous donner la permission de lui délivrer notre message. Donc HubSpot à utiliser ce qu'on appelle le marketing du contenu pour se faire connaître. Donc ça passe par des outils de test et d'audit qui ont longtemps été gratuits. Vous alliez sur HubSpot, vous pouviez savoir concrètement comment améliorer votre site internet pour augmenter votre taux de conversion. Vous avez énormément d'articles de blog sur HubSpot. Il y a aussi des livres électroniques, des guides, des rapports spéciaux donnés gratuitement par HubSpot, et enfin des webinars qui, là encore, sur des problématiques très innovantes, ont régulièrement beaucoup de succès. Donc, avec tous ces services offerts gratuitement, HubSpot se donne la possibilité non seulement de sensibiliser ses futurs clients, mais aussi de les inciter, en définitive, à recourir à ces services. En interne, ça se traduit aussi sur une culture extrêmement particulière de l'innovation, où chaque salarié d'HubSpot est un acteur au service du développement et de l'accélération de l'entreprise. Ça fonctionne selon 3 schémas. D'abord, tout collaborateur peut travailler dans son coin sur quelque chose le soir et le week-end. Ça donne une version alpha d'une idée.
Ensuite, il est invité à pitcher son projet devant le management. À ce moment-là, s'il arrive à convaincre, eh bien, son idée mobilise les développeurs et les ressources en interne. On passe alors à une version bêta. Et si ensuite, cette version bêta est à l'usage adopté par les clients d'HubSpot, eh bien, l'idée qui avait germé dans l'esprit d'un des collaborateurs intègre les solutions d'HubSpot. Et cette culture d'innovation renforce la croissance d'HubSpot.